L'erreur d'un débutant, c'est d'acheter petit. De s'endetter pour 90 000 euros, alors qu'il pouvait par exemple débloquer 230 000 euros pour acheter un immeuble de rapport direct. Avant de se lancer l'immobilier, déjà, il faut savoir vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la base. Pour moi, c'est une erreur de commencer d'acheter sa raison, c'est bas. L'immobilier, l'avantage, c'est vraiment de se créer un patrimoine. C'est de la plus-value aussi. L'immobilier, il n'y a pas besoin de profil. Il faut juste, en fait, une personne qui a les mecs, qui a les rien solides et qui veut quelque chose. Bonjour, bienvenue dans votre émission consacrée au business, à l'entrepreneuriat et au mindset. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Happy. Happy qui est un investisseur en immobilier. Il a plus de 10 appartements à son actif. Il va nous donner au fil des épisodes ses méthodes, les moyens qu'il a mis en place et comment il s'y est pris auprès des banques. On va débuter les bases de l'immobilier. Là, vraiment, ça va être les débuts d'un jeune qui se lance dans l'immobilier, de savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc, première question. Pourquoi investir dans l'immobilier aujourd'hui? Alors, bonjour, merci de m'avoir invité sur ton plateau. L'immobilier, c'est un business rentable qui permet aux jeunes d'avoir un patrimoine et une retraite anticipée. Quels sont les différents types d'investissements immobiliers? Il existe plusieurs modes d'investissement dans l'immobilier. Par exemple, de la colocation, location saisonnière, de la longue durée. Tu peux me différencier tous ces types d'investissements dans l'immobilier que tu m'as cité, que ce soit colocation, que ce soit saisonnière, que ce soit Airbnb, etc. Qui fait quoi? C'est quoi l'inconvénient de chacun, les avantages de chacun? Alors, si je prends une personne qui cherche vraiment à développer un cash flow très dans l'immobilier, moi, je conseillerais par exemple de faire tout ce qui est colocation ou Airbnb. L'avantage, sur un logement, mettons, vous prenez un T4, il y a 3 chambres, vous pouvez faire la chambre 500 euros, 1500 euros, vous enlevez les charges, crédit, taxes foncières, etc. Et il vous restera par exemple 1 000 euros de cash flow, c'est-à-dire de positif. L'inconvénient de la colocation, si vous perdez un locataire, c'est pas stable, vous perdez les 1 000 euros. Airbnb, c'est bien, mais c'est pareil, c'est des saisons, ça dépend de la localisation. Par exemple, Paris, si l'été il y a beaucoup de touristes, forcément vous allez faire plus de cash. L'hiver, c'est pareil, c'est pas le mode d'investissement. Ok, donc si on doit choisir Airbnb, ce qu'on doit retenir, c'est selon la ville d'où l'on est, le quartier. Si c'est une ville très touristique et que c'est très rentable se lancer, mais certaines villes, je pense que c'est pas une bonne idée de se lancer. Ça dépend du cash que vous recherchez. Par exemple, si vous avez déjà un salaire de 1 600 euros par exemple, et vous souhaitez juste avoir un complément qui vous investissez sur une ville où vous l'avez cité précédemment, c'est pas très grave, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Parce qu'il y a une personne par exemple qui veut être indépendant vraiment financièrement, et une personne qui veut juste compléter ses revenus. C'est pas la même chose. Troisième question, entre résidence principale, quand on va acheter un bien, et résidence pour de la location, quelles sont les différences? Alors, avant de se lancer l'immobilier, déjà, il faut savoir vraiment ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment la base. Il y a de l'actif, il y a le passif. L'actif, c'est ce qui fait rentrer l'argent. Le passif, c'est ce qui ressort sur l'argent. Alors, quand vous êtes en RP, résidence principale, les banquiers vous font rendre ça comme si c'était un actif. Ok. Mais c'est pas un actif. Parce que, admettons, vous prêt d'acheter une maison, vous habitez dedans, vous allez payer le crédit, la taxe foncière et les assurances. C'est-à-dire que tous les mois, votre bien va vous coûter, un exemple, 500 euros. C'est-à-dire que vous perdez 500 euros sur votre salaire. Et il reste 1 000 euros à vivre. Alors que si ce logement-là, vous le transformez en actif, c'est-à-dire vous le louez, admettons on va dire 500 euros, vous avez déjà vos 500 euros par exemple de crédit, plus vos 500 euros de revenus, ça fait par exemple 2000 euros. En fait, ça devient un actif, parce que ça vous ramène de l'argent. Pour moi, c'est une erreur de commencer d'acheter sa raison si bas. Parce qu'en fait, pour plus tard, pour un investisseur, ça dépend vraiment du profil de l'investisseur, ce qu'il veut. Mais un investisseur qui souhaite être indépendant financièrement, qui crée d'abord un certain indépendant financier, et puis à partir de là, il commence à acheter sa résidence passive. C'est une bonne idée parce qu'en fait, du moment où vous êtes endetté, vous avez par exemple un crédit à 500 euros, vous êtes payé 1005, les 500 euros sont déduits, la banque, pour lui, vous touchez 1000 euros. Il va pas prendre la globalité de votre salaire. Donc c'est un point bloquant en vrai, si quelqu'un veut se lancer pleinement dans l'immobilier, pas juste un bien à acheter. C'est exactement ça, c'est vraiment ce que vous voulez, vous, si vous voulez vraiment vous projeter, vraiment être indépendant financièrement, vraiment avoir un patrimoine vraiment important, oui, il faut vraiment faire cette stratégie-là. Acheter d'abord de l'investissement, faire du cash flow, et après derrière acheter sa principale. Quels sont les avantages et les risques de l'investissement dans l'immobilier? L'immobilier, l'avantage, c'est vraiment de se créer un patrimoine très important, en un peu de temps. C'est de la plus-value aussi, parce qu'un logement que vous avez acheté aujourd'hui dans une bonne zone, etc., admettons 100 000 euros, vous pouvez toujours revendre 120 000 euros, 20 000 euros de plus. C'est-à-dire que vous faites une plus-value de 20 000 euros. L'inconvénient de l'immobilier, c'est si vous n'êtes pas formé. Vous avez un cash flow négatif, ces cash flow négatifs, il faut les payer tout le temps. Il faut le payer pendant plusieurs années sur 25 ans. Il faut vraiment se former. Je fais des formations. Vous allez sur happyimo.fr
et puis prendre rendez-vous, je pourrais expliquer la suite. Ok, est-ce qu'il faut un type de profil spécifique pour se lancer dans l'immobilier? Une très très bonne question, c'est vrai, parce que l'immobilier, il n'y a pas besoin de profil. Il faut juste, en fait, une personne qui a le niaque, qui a les reins solides et qui veut quelque chose. Parce que dans ce moment, il n'est pas motivé, ça sera moi qui va te bosser pour lui derrière. Il faut une personne qui sait ce qu'il veut. Mais imaginons aujourd'hui, moi, j'ai 3 gosses et j'approche dans les 70 ans. Est-ce que je peux encore me lancer dans l'immobilier? Effectivement, vous serez bloqué à partir d'un certain âge. 70 ans, c'est très compliqué de se faire financer. Mais par contre, vous pouvez créer une SCI. Vous aurez par exemple vos petits-enfants et vous serez par exemple garant de petits-enfants. Vos revenus et les revenus de vos petits-enfants, ça va faire un global, on va dire par exemple 2000 euros, 2000 euros, ça va faire 4000 euros. Les 4000 euros, la banque va se baser sur les 4000 euros pour vous donner un prêt. Vous tout seul, vous pouvez, c'est pas que vous pouvez pas, ce sera très compliqué pour vous développer après sur 25 ans. C'est quoi la somme pour son premier investissement? Il faut pas forcément un apport conséquent. Par exemple, avoir 10 000 euros de compte pour investir dans l'immobilier, c'est très très bien. Je dis pas qu'il faut pas avoir, c'est très très bien, mais pas besoin. Vous pouvez commencer à investir dans l'immobilier avec 2000 euros, avec des comptes nickel. C'est-à-dire pas être à découvert pendant 3 mois et mettre de l'épargne. Après, pour les militaires, c'est différent. Les militaires, c'est l'avantage pour eux. Ils peuvent investir sans apport. Ou la règle, c'est toujours avoir le compte nickel. C'est le statut militaire, vraiment, c'est juste le statut fonctionnaire qui fait qu'ils ont des avantages par rapport à d'autres. Je prends des militaires parce qu'en fait, j'apprends pas mal de militaires. Et les militaires, eux, l'avantage, c'est ils partent tout le temps en opération. Ils reviennent avec 20 000 euros. Du coup, les banquiers, ils ont plus l'esprit ouvert qu'une personne, par exemple, qui est fonctionnaire, mais qui travaille, je sais pas... Qui a un salaire fixe, en fait. Voilà, ça va bloquer. Voilà. Alors que les militaires, en moyenne, à l'année, ils tournent sur 28 000 à 30 000 euros à peu près. Est-ce qu'il faut investir seul ou à plusieurs? Pour le début, vaut mieux investir tout seul. Créer son patrimoine, et puis, derrière, dès que vous voyez que vous êtes bloqué, là, vous pouvez créer une SCI familiale ou avec vos amis, des personnes de confiance. Ok, et est-ce que toi, tu conseillerais à un jeune d'acheter avec sa partenaire ou son partenaire? Oui, on peut acheter avec son partenaire, mais quand vous achetez avec votre partenaire, il faut acheter plus gros. Parce qu'en général, quand un couple achète, ils vont acheter un appartement. À deux, on va dire les deux sont à 2000 euros, ils vont toucher à 4000, mais ils vont s'endetter pour 90 000 euros, acheter un appartement à la fin fond de la campagne, et qui va leur rapporter quasiment rien du tout. L'erreur d'un débutant, c'est d'acheter petit. De s'endetter pour 90 000 euros, alors qu'ils pouvaient par exemple débloquer 230 000 euros pour acheter un immeuble de rapport direct. Et si vous voulez réinvestir encore, la banque va vous bloquer. Ah, bien sûr, vous avez déjà 90 000 euros. Alors que si vous avez déjà débloqué 200 000 euros, vous avez un immeuble de, par exemple, 4 appartements qui vous génèrent 2 000 euros de cash flow, il faut le dire à la banque, ok, il me suis endetté de 200 000 euros, mais j'ai un cash flow positif de 2 000 euros qui rentrent, plus les 4 000 euros de revenus du couple, ça vous fait 6 000 euros. Là, la banque, on voit autrement la chose. Et ils vont refinancer encore. Ok, du coup, d'entrée, on peut viser une grosse somme pour vraiment investir le plus gros possible. Est-ce que tu penses qu'il faut réfléchir comme ça, ou peu importe, on prend vraiment le maximum que la banque veut nous prêter et on essaie d'acheter même, voire 2 studios à 50 000 euros, vu ce que tu en penses? C'est possible d'acheter un plus gros pour le premier investissement. En fait, il faut juste montrer au banquier que vous maîtrisez votre projet, que vous êtes sûr de votre projet. En fait, ramener des calculs, trouver le bien, dire au banquier, j'ai un bien qui est par exemple à 200 000 euros, j'aurai des loyers par exemple à 1000 euros. Le banquier sait que déjà que, ok, le crédit à 1000 euros et les loyers minimum à 1000 euros. C'est à partir de là, le banquier, il sait que vous êtes en cash flow nul. En fait, vous perdez pas de l'argent et vous en gagnez pas. Mais juste avec ça déjà, ça permet au banquier de voir que vous gérez déjà votre projet. Pour toi, quelles erreurs font les débutants? De ne pas se former, d'acheter petit. Si aussi ça acheter quand même, mais d'acheter très très petit. Il ne faut pas d'études de marché pour tout ce qui est la localisation. Et ça, c'est très important. C'est primordial pour dans l'investissement immobilier. Du coup, comment se former et s'informer dans l'immobilier? Alors tout simplement, dans l'immobilier, se former, il faut prendre des formations. Je vends ma formation sur le site apitimo.fr. Vous prenez rendez-vous, le lien est juste ici. Donc vous allez prendre rendez-vous et je vous poser pas mal de questions. Et je veux cibler vos besoins pour mieux vous accompagner. Là, du coup, ça revient au même. Il y a le former et s'informer. On peut s'informer sur les réseaux, mais est-ce que ça vous attend? C'est ça la chose. C'est ça aussi. Est-ce que ça vous attend? Du coup, il vaut mieux se former par une personne qui est compétente. Mais sinon, il faut vraiment d'abord trouver une personne qui est compétente, qui maîtrise l'immobilier pour ne pas s'endetter sur de 25 ans ou 15 ans sur des prêts de 200 000 euros.
Et après, derrière, ne pas arriver à payer, à être fait chez Banque de France, etc. Du coup, il faut vraiment se former. Ok, c'est vrai, c'est très important parce que on commet moins d'erreurs et puis on perd moins d'argent aussi. J'aimerais revenir sur une question pour clôturer cette session. Du coup, au niveau des deux termes qu'on attend souvent, c'est-à-dire actif et passif. Tu peux nous expliquer concrètement c'est quoi ces deux termes et nous donner des exemples concrets? L'actif, c'est de l'argent qui rentre. Le passif, c'est de l'argent qui sort. Alors, une voiture qui achète en crédit, c'est du passif. Parce que en fait, vous payez par exemple 300 euros de crédit sur votre salaire, vous perdez 300 euros. L'actif, c'est ce qui vous rapporte de l'argent. Juste une question, du coup, quelqu'un qui fait taximan par exemple, qui a un véhicule en tant que Uber, ce serait quoi, un actif ou un passif? Alors, forcément, ça sera de l'actif. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa voiture, ça nous permet de créer de l'actif derrière. Et forcément, s'il fait Uber, forcément, sur ses tarifs, il y a le crédit, il y a le coût de la voiture, l'entretien et tout ce qui va bien. Du coup, c'est un passif. Parce qu'il a transformé sa voiture qui était en passif en actif. Par exemple, un téléphone, ça peut être un passif et ça peut être un actif. Parce qu'il y a une personne qui achète un téléphone à 1500 euros, mais ça sert juste à répondre aux messages ou au téléphone et des photos et qui n'utilise pas la capacité totale de son téléphone à 1500 euros, bah c'est un passif. Ah oui, c'est vrai. Bon, je citerai pas de marque, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de téléphones qui coûtent très cher, dont on utilise juste appel, message et puis les réseaux sociaux. Alors que il y a des téléphones qui coûtent 900 euros et qui font largement l'affaire. Ok, on a fini cet épisode sur le début dans l'immobilier. Donc à une prochaine. Salut, salut.